Juste vous me prenez un résumé. Oui, non, mais j'aurai le diaporama, mais s'il y a des trucs, ça va être interactif là aussi, donc il va s'il y a des trucs importants, juste les trucs importants, vous me faites un. Mais ça a été du pratico-pratique la semaine dernière. Sur d'habitude, j'ai mon ordinateur. Hein. Ouais, je comprends. Voilà. Du coup, on en a parlé, parce qu'on a une patiente en commun de Beaux-Arts de Lille. Pas encore fait ici. Je vais arriver, c'est propre de chez propre, dis donc. On essaie de faire ça aussi. Bonjour à tous, nous allons commencer. Donc ici a lieu l'atelier guide de la prescription en pédopsychiatrie pour les nuls. Parce que c'est vrai que nous, pédiatres de ville, on est amenés à en prescrire beaucoup et on est un peu nuls, je crois. Donc du coup, le docteur Romain Sibu, qui est pédopsychiatre au CHU de Clermont, va venir un peu nous éclairer sur les choses qui nous posent souci. L'idée, c'est que vous posez des questions sur des maladies, des prescriptions médicamenteuses, et le docteur Romain Sibu va répondre au fur et à mesure. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup, bonjour à tous. Je vais déjà vous dire que vous n'êtes pas nuls. Première chose, absolument pas. Vous inquiétez pas de ce côté-là. Et même chez nous, en pédopsychiatrie, on peut parfois avoir un petit peu de mal avec la prescription. Et comme vous le disait ma collègue, effectivement, l'objectif et l'idée aujourd'hui n'est pas forcément de faire un listing complet de toutes les maladies, toutes les pathologies et toutes les choses que vous pouvez rencontrer en consultation, mais surtout de pouvoir discuter ensemble de cas qui vous ont posé question, et moi en apportant des données de la littérature, des compléments et pourquoi on met plutôt ça que ça. Donc, effectivement, je suis le docteur Sibu, je suis un pédopsychiatre au CHU de Clermont-Ferrand, je m'occupe principalement, grosso modo, des avis pédopsychiatriques pour les urgences pédiatriques. Donc il y a beaucoup de choses aussi, malgré tout, qui vont tourner autour des situations un peu de crise qui peuvent vous inquiéter et que vous pouvez être amené à recevoir en consultation en libéral. Je suis également un praticien hospitalier universitaire. Et comment ça va se passer? Là, je vais vous présenter une vignette clinique à chaque fois très basique, en attendant de vous que vous me racontiez une expérience vécue en cabinet avec la thématique que je vais vous présenter.
Effectivement, cette discussion n'a pas vocation à être un cours magistral, mais vraiment une discussion. Et si vous avez en plus des thématiques et des choses qui vous ont posé question, on pourra également y revenir. Et donc, on va commencer là tout de suite avec la jeune Océane. Elle peut évidemment s'appeler autrement en fonction de ce que vous avez raconté, qui a 14 ans et qui vient soit aux urgences pédiatriques ou dans votre consultation. Elle vous dit qu'elle a des idées noires et qu'elle se scarifie depuis 2 ans. Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà rencontré, probablement 95 à 100%, ce genre de situation en consultation et voudrait m'expliquer un peu ce qui s'est passé? Qui veut parler? Oui, alors c'est une situation qu'on voit de plus en plus souvent. Moi, trouillarde comme je suis, je fais au secours pédopsie. Ou alors la maison des adolescents. Maintenant, je ne sais pas, moi je viens de la Loire, on n'a pas aucun pédopsie en ville. Les consultations chez les psychologues, ça dure, il y a des délais. Donc, moi, en tout cas, c'est ma problématique. Est-ce que vous pourriez me raconter un petit peu l'histoire d'un patient ou d'une patiente en l'anonymisant bien évidemment, un exemple que vous avez vécu dans ce cadre-là d'une crise suicidaire ou en tout cas d'une déclaration d'idée suicidaire? J'ai une famille que je suivais depuis très longtemps et la deuxième, elle refusait toujours, je la suivais surtout pour de l'asthme et c'était très compliqué de la déshabiller. Et du coup, je me contentais, puisqu'elle vient pour de l'asthme, elle enlevait que le haut. Et un jour, elle est venue pour une visite. Et je lui ai dit, non, je suis désolée, on est contre Nana, tu te déshabilles. Elle a respecté, elle a fini par le faire. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'elle avait elle avait des scarifications. Je dis, mais c'est quoi ça? Elle me dit, non, mais c'est le chat qui m'a griffé. Ou je sais pas quoi. Je dis, je pense pas que le chat ait été griffé. Une meute de chats. Oui. Hein. Et après, finit par me dire qu'elle a eu des attouchements sexuels dans la rue. Voilà. Et puis que les parents sont séparés, séparation conflictuelle, qu'elle a des idées noires, qu'elle n'en peut plus. Qu'est-ce que c'était ces idées noires et qu'elle n'en pouvait plus? Qu'elle ne voulait pas mourir, mais elle voulait que tout s'arrête. Effectivement, la question de l'intentionnalité suicidaire. Ok, vous avez dû effectivement tous vivre des situations de ce genre. Je ne vais pas revenir directement sur la question de la suspicion, ou en tout cas des éléments traumatiques, mais on pourra y revenir par la suite. J'ai aussi une vignette sur ce genre de situation, mais en tout cas sur la question de la crise suicidaire et qu'est-ce qu'on fait en termes de prescription dans une crise suicidaire. Vous y êtes effectivement tous confrontés. Et déjà, alors, sur cette question, un tout petit point d'épidémiologie. Moi, par exemple, aux urgences, je suis toujours beaucoup plus inquiet si c'est un garçon qui vient pour crise suicidaire que si c'est une fille. On sait qu'il y a beaucoup plus de suicides aboutis chez les garçons et qu'ils arrivent aux soins un petit peu plus tard, qu'il y a également probablement de manière culturelle une facilitation de l'expression de la souffrance psychique médiée, aussi validée culturellement par l'Occident, de la déclaration d'idées noires, d'idées suicidaires ou de conduite autolytique chez les jeunes de cet âge-là et notamment chez les filles de cet âge-là. Mais en tout cas, juste pour un petit point, on est toujours beaucoup plus inquiet si c'est un garçon, même s'il ne faut pas écarter notre inquiétude vis-à-vis des filles. Et donc, la première chose effectivement à faire dans
la question de la crise suicidaire et des idées noires, c'est d'aller explorer la manière dont elles fonctionnent, ce qu'elles veulent dire et comment on les caractérise. Parce que vous me dites, elle n'a pas forcément envie de mourir, mais elle souhaite que tout s'arrête. Moi, ça m'évoque, vous voyez, là, sur la caractérisation des idées suicidaires, probablement, dans cette situation, des pensées permissives envers la mort. Alors, et si, enfin, ça serait mieux si tout s'arrêtait, ça serait pas gênant si j'étais plus là, peut-être que ma famille vivrait mieux sans moi. On n'est pas ou pas encore dans des processus de velléité suicidaire et de construction de l'envie suicidaire qui peuvent mener à une tentative de suicide. Je vous ai mis même les menaces suicidaires un petit peu avant, les menaces suicidaires qui appartiennent principalement à des enfants de moins de 11 ans, qu'il faut bien évidemment ne pas négliger, mais qui sont aussi en termes d'intensité et de risque de tentative de suicide en deçà du reste des idées noires. Vous avez, ce que je dis souvent, c'est ce que je discute souvent aussi avec mes collègues pédiatres aux urgences, ce qu'on retrouve de plus fréquent, les idées de mort passive, intrusive, qui se manifestent en général par un polyscénario. Si je vois une voiture et si je me jetais sous la voiture, et quand je vois des médicaments, et des fois j'ai envie de prendre des médicaments, et quand je vois une fenêtre, je me dis et si je sautais par la fenêtre. Alors il faut savoir que ces idées de mort passive, intrusive, qui viennent de l'extérieur, ne sont pas non plus en lien avec une construction velléitaire d'une tentative de suicide ou d'un suicide abouti, et que moi, par exemple, c'est des choses qui sont plutôt très rassurantes, parce que s'il n'y a pas de construction d'un scénario unique, dans une évaluation d'un risque suicidaire qui considère le risque, l'urgence et la dangerosité, l'urgence, elle est expliquée elle est caractérisée par le scénario de l'idée suicidaire et la dangerosité par l'accessibilité et la létalité. Mais s'il y a plusieurs possibilités, ou en tout cas plusieurs scénarios qui sont en place, à ce moment-là, il n'y a pas de construction sur un scénario unique, et donc de fait, l'urgence et la dangerosité de la crise suicidaire sont faibles. Ensuite viennent les velléités suicidaires avec la construction d'un projet suicidaire qui se construit, et la lune de miel qui est juste avant une tentative de suicide avec un apaisement de la personne, que je vous dirais que je crois n'avoir jamais vu en un certain nombre de temps aux urgences pédiatriques chez un enfant ou un adolescent. Donc on évalue le risque, que sont les facteurs de risque de tentative de suicide, avec les antécédents de tentative de suicide personnelle qui sont le principal facteur de risque de tentative de suicide chez un enfant et un adolescent. Et après, tout un faisceau d'autres facteurs de risque, par exemple le contexte social, les ressources possibles, les antécédents de tentative de suicide familial, les antécédents de suicide abouti dans la famille, et j'oublie le deuxième facteur de risque principal de tentative de suicide, qui est la comorbidité psychiatrique. Vous vous doutez bien qu'effectivement qu'un patient qui présente un épisode dépressif caractérisé ou une psychose, que ce soit enquistée ou qui émergent, sont beaucoup plus à risque de tentative de suicide. Petit point aussi pour favoriser la caractérisation et la compréhension des idées suicidaires chez les jeunes. La compréhension de la mort, elle n'est pas la même à chaque âge. Moi, je vous dirais que jusqu'à 9 ans, voire un petit peu plus, probablement 10 ou 11 ans, le concept de définitivité de la mort, il ne peut pas être compris complètement par l'enfant. Et donc c'est souvent dans ce cadre-là, et quand il y a des jeunes de moins de 11 ans qui vous parlent d'idées noires ou d'idées suicidaires,
c'est en général rapporté à des menaces suicidaires, où je vous ai dit on n'a pas de risque, ou en tout cas un très faible risque à court terme, et qui sont en général des demandes de mobilisation de l'environnement. Ça veut surtout dire il y a un truc qui ne va pas, il faut que ça change, et je suis en train d'appuyer sur le truc qui va le plus remuer mes parents pour pouvoir mobiliser la situation. Mais ce n'est pas parce que le concept de mort, le concept de définitivité de la mort, il est compris après 11 ans que c'est exactement le même que nous non plus. Je vous dirais qu'avant 16 ans, quand je pose la question des attentes vis-à-vis de la mort à un adolescent, ou vis-à-vis d'un suicide, d'une tentative de suicide, ils me disent souvent, c'est le truc que j'entends le plus souvent, c'est effectivement, je voudrais me voir à mon enterrement et voir les personnes pleurer. Je voudrais donc, derrière cette déclaration, je voudrais mobiliser mon environnement, je voudrais que mes parents s'intéressent à moi, je voudrais que la situation s'améliore. Elle vous dit, votre patiente, je voudrais que tout s'arrête, mais je ne veux pas mourir. Mais qu'est-ce qui doit s'arrêter? Probablement les choses qui sont difficiles ou qui sont plus difficiles à gérer sur le plan psychique actuellement, avec avant 16 ans, une énorme part dans les crises suicidaires de problématiques environnementales. Vous l'amenez très bien aussi. Donc ce n'est pas parce que le concept de mort est compris effectivement que les attentes vis-à-vis de la mort sont complètement comprises. Et c'est vraiment notre rôle, à la fois en tant que pédopsychiatre, mais aussi en tant que pédiatre, de pouvoir être finalement un petit peu les interprètes de ces idées noires, de la souffrance psychique exprimée des enfants ou des adolescents, et de pouvoir mettre des mots dessus en questionnant l'environnement d'une manière globale et de voir ce qui ne va pas. Une autre chose dont vous allez être confronté quand vous allez avoir ou quand vous avez des jeunes avec des idées noires, des idées suicidaires ou des conduites autolytiques, vous allez forcément vous poser la question de l'épisode dépressif caractérisé de l'enfant ou de l'adolescent. Mais la dépression de l'adolescent et la crise suicidaire ne se gèrent pas de la même manière, et notamment sur le plan des thérapeutiques médicamenteuses. Alors il faut savoir qu'effectivement, il y a une étude de 2016 qui rapporte pour des passages aux urgences, donc des patients en crise, pour motif de dépression ou de suicidaire, on retrouve entre 5 à 10% de dépression et 90 à 95% de crise suicidaire hors épisode dépressif caractérisé de l'adolescent. C'est-à-dire que moi, à partir des urgences, dans notre file active, sur à peu près 450-500 crises suicidaires par an, je dois faire émerger, et moi je ne suis pas exactement dans ces choses-là, mais je dois voir à peu près 2 à 3 épisodes dépressifs caractérisés de l'adolescent par an. Le professeur Lachal, tout à l'heure, vous en parlera, mais avec peut-être des chiffres un peu différents, parce qu'ils arrivent d'une manière différente aux soins. Mais en tout cas, les taux d'épisodes dépressifs caractérisés typiques de l'adolescent qui pourrait se traiter par un antidépresseur, c'est vraiment un taux qui est assez bas, parce que vous avez cette question des antidépresseurs. Alors, 2 choses dans la crise suicidaire environnementale, notamment dans la souffrance psychosociale, donc une souffrance psychique induite par des difficultés environnementales. Il ne faut de toute manière pas mettre de traitement antidépresseur. On a beaucoup d'études qui démontrent que et même actuellement dans les épisodes dépressifs caractérisés, qu'il y aurait, ou qu'il y a même, plus d'effets indésirables et de mauvaise tolérance à la mise en place d'un antidépresseur que si on ne l'avait pas mis.
même dans les épisodes dépressifs caractérisés. Dans le cadre d'une crise suicidaire sans épisode dépressif caractérisé, si on met un antidépresseur, on a, au moment de l'efficacité normale de cet antidépresseur, c'est-à-dire entre 3 et 6 semaines, une majoration de l'irritabilité, de l'impulsivité. Et vous connaissez très bien les enfants et les adolescents que vous suivez. Déjà l'adolescence, c'est une période où il y a de l'irritabilité et de l'impulsivité. Quand on met un antidépresseur dans ces situations-là, on augmente les idées suicidaires, on augmente le risque de tentative de suicide. Donc, si vous me posez la question du traitement antidépresseur chez les jeunes, je vais vous dire, dans le cadre de la dépression, ce n'est pas la première intention. Dans le cadre de la crise suicidaire, c'est absolument pas recommandé. Je vais vous dire, aux urgences pédiatriques, il est absolument pas rare que je vois arriver des jeunes pour tentative de suicide ou crise suicidaire, sur même des primo-crises suicidaires, à 3 semaines ou à 4 semaines de l'introduction d'un antidépresseur. Alors, votre collègue, si on l'a mis, on l'arrête. Eh bien, ça dépend de la tolérance. Ça dépend de la tolérance, de la réévaluation, de comment il le supporte, et si on y voit un effet bénéfique ou un effet inverse. Très bonne idée, parlons-en. Qu'est-ce que vous avez mis? Qu'est-ce qui vous pose question? Et qu'est-ce que c'est comme antidépresseur? Alors moi j'avais fait une échelle parce que je suis pas très à l'aise, mais nous on n'a pas accès. Moi je bosse en Savoie et franchement j'y pense même plus aux pédopsychiatres parce que c'est tellement bouché que franchement on se débrouille comme on peut. Donc il me semble que j'avais regardé sur les échelles recommandées là et je sais plus, j'avais fait une échelle recommandée. J'avais regardé les cut-offs, je me suis dit ah ma merde, elle est dans les cut-offs. Il faut peut-être que je fasse quelque chose. Je l'ai envoyé chez la psychologue, ça n'a pas fonctionné. Donc ensuite j'ai initié un traitement, mais je peux vous le retrouver. Je ne sais plus ce que j'ai mis. J'ai regardé aussi sur Vidal ce que vous pouvez mettre sur les adolescents. Ouais. J'ai regardé toutes les recos et j'ai mis ce qui était recommandé. Fluoxétine, probablement. La fluoxétine, tout à fait. Fluoxétine, probablement. Ouais. Ok. Depuis combien de temps? C'est pour ça que ça fait un mois, je crois. Ça fait un mois? Donc là, je flippe. Pas de passage aux urgences? Je vais l'appeler en rentrant, là. Il faut réévaluer les idées noires, l'intensité des idées noires, l'intensité de la crise suicidaire et la caractérisation de celle-ci pour voir si on augmente ou si ça tombe. Si vous êtes tombé sur un épisode dépressif caractérisé, qu'il y a eu une première intention de psychothérapie bien conduite qui ne fonctionne pas, on tombe dans la seconde intention qui est l'antidépresseur. Et si ça fonctionne, j'ai envie de vous dire banco, tant mieux, c'est chouette. Le problème des échelles, que ce soit des autoquestionnaires ou des hétéroquestionnaires chez des adolescents qui sont en souffrance psychique, c'est qu'ils vont avoir du mal à vous dire non. Est-ce que tu es triste? Bien évidemment. Est-ce que la situation est complexe pour toi? Est-ce que y a des choses du genre... Alors, j'ai fait un petit... Excusez-moi, mais les échelles qu'on utilise, c'est pas oui-non, c'est une évaluation du niveau. Donc, la HAD, par exemple, c'est tout à fait, un petit peu, je sais pas, donc c'est comme plus nuancé. C'est que les adolescents en souffrance psychique ne vont jamais minimiser ou être pile poil sur les échelles à vous dire exactement ce qui se passe parce qu'ils viennent vous apporter cette souffrance psychique et qu'ils pensent, ou en tout cas ils considèrent qu'il faut qu'ils répondent correctement, c'est-à-dire de manière intense pour que vous les considériez et que vous les preniez en charge. Un petit test que j'ai fait sur les urgences dernièrement. J'avais pris une vingtaine de patients qui étaient venus pour crise suicidaire et je leur ai fait passer une échelle très précise de risque d'entrer dans une psychose émergente, de rentrer dans une psychose.
j'ai 85% des patients qui cotaient positivement un risque d'entrer dans une psychose. Là où je dis que c'est extrêmement important de voir qu'on est aussi les interprètes de cette souffrance psychique. Et je ne crois pas avoir déjà vu un adolescent minimiser une souffrance psychique ou être pile poil ajusté entre ce que je pouvais évaluer de manière clinique et objective d'un épisode dépressif caractérisé et ce que eux pouvaient me rapporter. Vous pouvez bien évidemment vous appuyer sur des échelles, ça vous oriente malgré tout, mais ce que je veux dire dans ce cas-là, c'est que en méconsidérant l'environnement et les questions interactionnelles, vous allez tomber que sur des épisodes dépressifs caractérisés de l'adolescent. Donc il faut effectivement explorer également les relations avec les pairs, les relations avec la famille, et qu'est-ce que veut dire cette crise suicidaire au travers de la déclaration de la souffrance psychique qui est en plus de plus en plus validée culturellement et donc qu'on va probablement voir de plus en plus et que vous allez probablement voir de plus en plus dans vos consultations. Oui. L'adolescent en souffrance va pas modérer ses propos comme un adulte qui va dire non, il va plutôt graduer entre 0 et 5. L'adolescent, peut-être de base, déjà, il n'arrive pas à modérer son truc. Et en plus, en souffrance, il va être tout dans le rouge partout. Donc, du coup, les questionnaires ne sont pas sont pas utilisables correctement. Enfin, oui, il faut modérer. C'est à nous de modérer la réponse du questionnaire. Exactement. On est dans une période de vulnérabilité psychique, de construction de l'identité, de construction émotionnelle. C'est-à-dire que la compréhension des émotions, la gestion des émotions, la compréhension du concept de mort sont tous en phase de développement. Et donc, on ne peut pas attendre d'un enfant ou d'un adolescent qui l'amène sur un plateau une symptomatologie pile-poil de sa souffrance psychique. Ce qui est le cas, à côté de ça, vous avez raison, chez les adultes, par contre. Excusez-moi, moi j'ai une question. Pour la question des crises suicidaires, des syndromes dépressifs, je vois plusieurs situations dans lesquelles on peut être confronté. On a des questionnaires sur les adolescents où on dit « Est-ce que tu as déjà pensé, est-ce que tu connais quelqu'un qui a déjà voulu mourir ou pensé à mourir? Est-ce que toi-même tu y as pensé ?» Donc quand on pose la question, on est très surpris parce qu'en fait ça arrive régulièrement. Une fois qu'on le sait, qu'on se dit « Mince, maintenant que j'ai cette information, il va falloir que je la traite. Il faut que je sache, est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'était il y a 10 mois? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors là, je me dis, bon, il va falloir évaluer l'urgence suicidaire, je me dis. Et puis après, la question du syndrome dépressif associé ou pas. Donc c'est un gros job, en fait, hein, sachant que moi, c'est pas mon métier de base. Donc je vais chercher plein d'infos pour le faire. Et puis il y a l'autre situation où les parents appellent parce qu'ils disent il a voulu se suicider hier. Alors des fois, il a mangé les plantes de l'arbre. Hein. C'était pas un truc forcément... Des fois, il est passé devant la fenêtre du rez-de-chaussée aussi. Oui, tout à fait. Mais c'est ça. Mais sauf que c'est toujours important. Moi, on m'a toujours dit, quand il y a une histoire d'idée suicidaire, toujours on le prend au sérieux. C'est jamais, même si ça paraît peu probable qu'il y arrive. Vous avez raison. Mais voilà, alors une fois qu'on est là-dedans, nous on a besoin d'une démarche, se dire comment on va traiter toutes ces informations, où est-ce qu'on va effectivement voir la question de la gravité, et celui-là il ne faut pas qu'on le loupe et qu'on l'envoie voir un confrère en urgence, psychiatre, parce qu'on n'est quand même pas des psychiatres, et puis quel protocole de soins on peut mettre en place avec la famille pour traiter, c'est une porte d'entrée dans les soins aussi parfois. Hein. Voilà, enfin... On est quand même des médecins de premier recours, on n'est pas des pédopsychiatres, hein, donc nous on recueille l'information, après on a besoin de trier ce qui est de l'ordre de l'urgence et de voir un peu vers où on oriente les soins. Alors, pour votre première question, un petit tips pour vous, les questions fermées,
ils vont vraiment avoir tendance à vous répondre de manière intense. Et vous allez obtenir probablement, dans une évaluation globale d'une situation de crise suicidaire, beaucoup plus d'informations et des informations plus justes en discutant avec le patient. Sur comment ça se passe à la maison, sur comment ça se passe à l'école, avec des questions ouvertes, avec plutôt comment tu te sens en ce moment-là, plutôt que effectivement, est-ce que tu as des idées suicidaires avec un scénario précis et est-ce que tu as accès à ce moyen et est-ce que ton moyen est létal. Vous allez avoir une observation qui sera probablement beaucoup plus juste, et c'est d'ailleurs l'objet des dernières recommandations internationales NICE en 2022, des recommandations également de la HAS en 2021, 2014 et 2021 sur la question de la crise suicidaire. On se rend compte que l'évaluation classique d'un risque suicidaire d'une manière stratifiée est beaucoup moins pertinente qu'une discussion sur l'environnement global. Donc je vais vous dire que probablement il faut effectivement, et ça prend du temps, j'en suis tout à fait conscient, discuter avec le jeune et avec la famille de ce qui se passe en ce moment. Et je réponds juste à la deuxième question, qu'est-ce que c'était ? J'ai oublié, pardon. Qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on oriente? Comment ça se passe? En fonction de votre évaluation, soit vous estimez un risque... Ah, attendez, je dois avoir en plus. Ah non, je ne l'ai pas là. Dommage. Alors, dans l'évaluation du risque suicidaire chez les adolescents depuis 2000... avant 2014, risque de tentative de suicide fort ou tentative de suicide indiquait une hospitalisation temps plein. Après 2014, risque suicidaire faible, risque suicidaire modéré, risque suicidaire fort, tentative de suicide implique une évaluation médicale pour pouvoir décider de la suite. Si vous sentez qu'il y a une urgence, c'est les urgences. Si vous sentez qu'on est sur un risque suicidaire faible ou modéré, à ce moment-là, on rentre dans la prise en charge classique de la crise suicidaire, c'est-à-dire de toute manière, première intention, psychothérapie bien conduite, donc orientation vers un psychologue pour 6 à 8 séances bien conduites. Bien conduite, ça veut dire qu'il les fait. Juste pour caractériser le risque, savoir s'il est modéré ou fort, est-ce qu'on demande à l'ado s'il a élaboré un scénario? Oui. Alors, voilà, c'est quand même délicat de poser la question. On lui dit demande quoi? On pose quoi comme question? Dans la discussion, vous aurez normalement, quand vous allez rechercher les antécédents de tentative de suicide, les antécédents familiaux, les antécédents médicaux globaux, y compris psychiatriques, vous allez avoir votre risque, donc vos facteurs de risque de tentative de suicide, et ensuite l'urgence et la dangerosité s'évaluent par la question du scénario et la question de la temporalité du scénario. Comment on peut poser la question? À un moment donné, on arrive aux idées suicidaires, on leur demande si ça leur est arrivé d'avoir des idées noires, des idées suicidaires. Oui, à ce moment-là, est-ce que tu as déjà pensé à un plan pour pouvoir te suicider, en allant caractériser aussi la temporalité? C'est-à-dire que, un petit exemple, j'ai un gamin de 15 ans qui passe aux urgences pédiatrique, qui vient nous voir, qui est adressé par les urgences pédiatriques et qui me dit à un moment donné, j'ai envie de me suicider, je sais exactement comment faire et j'ai vu sur Internet que ça fonctionnait. Je lui dis ok, mais quand est-ce que tu as envie de te suicider? Il me dit j'ai pas très envie de passer mes 20 ans, je pense à 19 ans et demi. 15 ans. On avait un peu de temps. On avait un petit peu de temps pour pouvoir travailler le reste.
D'une autre manière, effectivement, on va poser cette question du scénario. Une jeune fille de 14 ans qui vient nous voir, qu'on rencontre et qui me dit j'ai envie de me suicider, je vais le faire le jour de la mort de mon chat Grisette, de l'anniversaire de la mort de mon chat Grisette, qui est dans 3 jours. Et j'ai regardé sur Internet, le moyen auquel je pense peut tuer. Je dis très bien. Et donc quel est ton scénario, le scénario que tu as envisagé? J'ai regardé sur Internet qu'en mangeant à peu près 500 kg de boutons d'or, on pouvait mourir. Je prends des cas un petit peu extrêmes, mais ça montre aussi qu'en posant les questions, de toute façon, ils ne sont jamais là pour vous mentir à côté de ça. Ils ont tendance à augmenter, mais ils ne sont pas là pour vous mentir ou vous donner des fausses informations. Et qu'en caractérisant les choses, on comprend à peu près ce qui se passe dans la situation. Et là, on peut y réagir en fonction. Oui. C'était une patiente de 12 ans que la maman a retrouvée assise sur le balcon. Duquel étage? Je ne sais plus. Question importante aussi, parce que si vous saviez le nombre de fois qu'il y a des tentatives de défenestration du rez-de-chaussée, il y en a beaucoup. Et la maman dit, est-ce qu'on dit au docteur quand même que j'ai retrouvé un sac et dans le sac, il y avait un couteau et une corde. Je ne suis pas arrivée à lui poser toutes ces questions. Voilà. Je l'ai envoyée aux urgences, elle a été évaluée non à risque, elle est rentrée chez elle. Bon, je reviens sur la question du polyscénario, ou même de l'accessibilité à plusieurs moyens qui n'appartiennent en général pas à une construction velléitaire. Et s'il y a des possibilités autres, même de possibilités différentes de tentatives de suicide, il reste encore des possibilités d'adaptation et on n'est pas au fond de l'entonnoir de la crise suicidaire où il n'y a plus que le suicide de cette manière qui existe et il va y avoir un passage à l'acte. Oui, comme votre collègue hier, quand on a fait sur l'anorexie mentale, disait que donc, le mal-être n'est pas une maladie psychiatrique, c'est un état de l'adolescent. Est-ce que c'est les crises suicidaires, les idées suicidaires, c'est pas une maladie psychiatrique, c'est un état d'esprit de l'adolescent? Quand il y a une maladie psychiatrique surajoutée, je vous avouerai que je suis extrêmement peureux. Si je suis dans mes épisodes dépressifs caractérisés de l'année ou dans une entrée dans une émergence psychotique, là effectivement je suis d'autant plus inquiet. Mais la grande majorité des crises suicidaires sont associées à la fois à une vulnérabilité inhérente à l'adolescent, à ses propres possibilités d'adaptation en fonction du contexte, et d'autant plus au contexte environnemental donc il faut qui lui entraîne de la souffrance psychique. Ouais, donc il faut chercher une cause, en fait. Il faut rechercher une cause, harcèlement. Qui se retrouve... Très intéressant, la question du harcèlement. Je n'ai jamais vu un enfant arriver aux urgences pour une crise suicidaire avec une problématique de harcèlement unique. C'est-à-dire que j'ai toujours eu, on dit à peu près 10 ans, une association avec une problématique environnementale familiale. Et si on a un contexte de TDAH ou de TSA associé à un TDAH, est-ce que là, il faut être plus... Comorbidité psychiatrique, on est plus inquiet. Là, on est plus inquiet. Effectivement. Je voulais savoir s'il existe des enfants qu'on ne peut pas repérer. Pardon, je vous entends pas. Des adolescents qu'on ne peut pas repérer, qui ne parlent pas, qui ne manifestent pas un mal-être que les parents repèrent et qui réussissent, parce qu'il y en a qui réussissent. C'est très rare. Et, c'est très rare. Sur le Puy-de-Dôme, on a entre 1 et 3 suicides aboutis par an et qui soit sont des problématiques extrêmes ou alors avec des comorbidités psychiatriques ou alors qui ne sont effectivement pas arrivés aux soins. Mais le moment où il y a l'apparition de la crise suicidaire et une tentative de suicide ou un suicide abouti, il se passe énormément de temps et c'est là où
on compte aussi beaucoup sur vous pour repérer ces situations à risque et éviter les suicides aboutis. Je voudrais revenir sur la question des médicaments parce que finalement, si j'ai bien compris, dans le contexte suicidaire, la place des médicaments est extrêmement ténue, voire nulle. Alors qu'est-ce qui reste en pratique quotidienne de pédiatrie libérale d'espace pour prescrire ou non des psychotropes? Quelles sont les indications, quelles sont les situations pour lesquelles on peut être autorisé, nous, non pédopsie, à mettre en place un traitement visipsychotrope? C'est que dans la crise suicidaire, il y a des associations. En dehors de la crise suicidaire. En dehors de la crise suicidaire, les indications de mise en place de psychotropes, l'anxiété. Mais même dans la crise, apaiser la crise qui est comorbide de troubles des fonctions instinctuelles à type de problématique de sommeil, un bon dodo, ça marche aussi. Et bien justement, alors comment on fait? Alors, passons sur autre chose, vous avez tout à fait raison. Peut-être sur la comorbidité anxieuse. Est-ce que parmi vous, il y a... oui. Pour les antidépresseurs, à quel âge peut-on prescrire? J'ai mis dans mon diapo toutes les indications, vous aurez accès à mon diapo, toutes les indications, les âges et les contre-indications de chaque antidépresseur. De toute manière, en pédopsychiatrie, on n'en a que 2. On a la fluoxétine qui fonctionne sur la dépression et qui ne fonctionne pas dans le cadre des troubles anxieux. Et on a la sertraline qui ne fonctionne pas sur la dépression et qui fonctionne dans le cadre de troubles anxieux. Voilà pour les antidépresseurs en pédopsychiatrie. Et ça suffit, je vous avoue, ça suffit. Alors, parmi vous, est-ce qu'il y a des... Juste, il oui. nous reste 20 minutes. Eh bien, à fond les ballons. On accélère. Oui. Je rebondis juste. Tout à l'heure, vous avez donné 2 exemples un peu sur les ados qui viennent vous voir, crise suicidaire, qui ont fait leur scénario et qui sont allés sur Internet. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai entendu à la radio où il y avait eu toute une histoire avec des ados qui s'étaient suicidés en ligne ou qui avaient fait des tentatives de suicide en ligne. Et vous donniez en ligne ou qui se filmaient en train de le faire. Enfin voilà. Et est-ce qu'il y a vraiment, vous sentez vraiment un retour là-dessus ou est-ce que c'est un mythe et on l'a juste entendu à la radio parce que c'était extraordinaire? Non, il y a des groupes sur les réseaux sociaux de même favorisation de la tentative de suicide ou du suicide chez les ados actuellement. Et du coup, ça, c'est vous faites la prévention Oui, on en parle beaucoup et on explore les modalités interactionnelles sur Internet des adolescents et notamment autour de la problématique suicidaire. Un ado qui va pas bien, en une journée sur TikTok, il tombe sur des vidéos courtes avec la pertinence de l'algorithme autour de la crise suicidaire, des activités autolytiques ou des problématiques psychiatriques. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on a plus de suicides aboutis à la fin. On est plutôt même en grande diminution et sur une espèce de stabilisation actuellement des tentatives de suicide depuis à peu près 2020. Ou chez nous, même plutôt une diminution à Clermont-Ferrand. Pardon. La question, c'est il n'y a pas d'accentuation avec la crise sanitaire. Il y a eu une augmentation à la suite, pas pendant la période Covid, mais après la période Covid, qui est revenue en termes de niveau à la période pré-Covid actuellement. Et nous, on est plutôt moi, je vois plutôt une diminution, mais forcément biaisée par ma position au niveau des urgences. Alors, pour le reste des psychotropes, avançons à fond les ballons, comme on a dit. La question des troubles anxieux, deux choses que vous avez questionnées, le traitement de la crise et le traitement de fond.
Le traitement de fond, je vous en ai parlé, c'est l'antidépresseur, la sertraline, qui fonctionne pour tout trouble anxieux, qui a l'AMM à partir de l'âge de 7 ans, qu'on peut mettre jusqu'à 200 mg par jour. Je vous ai dit, le reste des antidépresseurs ne fonctionne pas dans le cadre des troubles anxieux. Donc, troubles anxieux, sertraline. Je vous dirais même que l'AMM pour les troubles anxieux indique que s'il y a une obsession envers quelque chose, s'il y a quelque chose d'obsessionnel, on a le droit de mettre en place de la sertraline. Et la sertraline augmente beaucoup moins que la fluoxétine ou que les autres antidépresseurs le risque de crise suicidaire, d'augmentation des idées noires ou de tentatives de suicide. Vous aurez de toute manière toutes les posologies, les indications et les contre-indications dans mon diapo. Et je reviens sur les psychotropes du traitement de la crise. Avec nous, ce qu'on utilise le plus souvent, les antihistaminiques, avec une seule contre-indication, avec la contre-indication absolue de le mettre en même temps que de la siamémazine, et qui fonctionne très bien dans les problématiques anxieuses de l'enfant et de l'adolescent. C'est-à-dire qu'un jeune qui vous dit « ça ne me fait rien », vous avez de grandes chances de vous dire que la problématique, ou en tout cas que l'émotion ressentie, n'est pas forcément de l'anxiété, et plus du stress au sens un faisceau d'émotions négatives que l'adolescent a du mal à comprendre et à gérer. Une très belle différenciation diagnostique sur l'atarax. L'atarax, on est aussi très souvent, il ne faut jamais s'inquiéter en termes de dose, on est toujours en infrathérapeutique. On peut monter, vous le voyez, chez l'enfant de plus de 40 kg jusqu'à 100 mg par jour maximum, en sachant que quand j'étais plus jeune et que j'étais passé en service d'immunoallergologie sur Lyon, ils n'hésitaient pas à monter chez des moins de 16 ans à des doses de 200 voire plus de 200 mg par jour d'hydroxyzine, avec très peu de contre-indications, hormis la prise concomitante d'antipsychotiques. Et très peu d'effets secondaires également, hormis la sédation, mais qu'en général on recherche aussi dans le cadre de troubles anxieux, vu qu'il y a une répercussion sur les fonctions instinctuelles et notamment sur les troubles du sommeil. Simplement pour vous dire aussi un des messages à faire passer aujourd'hui, qu'on a des alternatives aux benzodiazépines dans le cadre de l'anxiolyse, que sont les antihistaminiques et les antipsychotiques de la crise urgente en tout cas, et qu'on a une tolérance qui se met en place chez les enfants et les adolescents 4 fois plus rapide que chez les adultes. Voilà, le seul moment où j'utilise des benzodiazépines dans le cadre de troubles anxieux, c'est que je ne peux pas utiliser l'hydroxyzine ou les antipsychotiques, c'est-à-dire, grosso modo, je l'utilise dans un cas, je l'utilise chez les anorexiques mentales, avec des répercussions sur le plan cardiaque, et en sous-cutané, parce qu'il n'y a que le tranxène qui peut se mettre en sous-cutané chez ces jeunes quand on cherche une anxiolyse. Donc je ne l'utilise jamais, je vous recommande fortement de ne pas l'utiliser, peu importe, je vous dirais, le trouble anxieux, d'autant plus dans le cadre de trauma. Les antipsychotiques anxiolytiques qu'on utilise, la siamémazine, vous avez peut-être l'habitude de l'utiliser, mais c'est principalement français. Dans le monde anglo-saxon, on utilise beaucoup moins la siamémazine, et du fait qu'elle ait une origine française. Le Loxapac, jamais. Et le Nosinant, qui a une efficacité similaire, voire supérieure, avec une tolérance en général même meilleure que la siamémazine, sur des doses 2 fois moindres que la siamémazine.
Je vais passer sur les troubles du sommeil en vous disant que s'ils ont une origine anxieuse, vous avez la possibilité des antihistaminiques que sont l'hydroxyzine et la limémazine qui est bien moins anxiolytique, que la Tarax, mais plus sédative, mais uniquement recommandée dans le cadre d'hypervigilance et troubles du sommeil d'origine anxieuse. Il nous reste 7 minutes. On est nickel. Les antipsychotiques qui sont également sédatifs, vous les avez. Toc. Alors, est-ce que vous préférez maintenant qu'on voit plutôt les choses qu'est-ce qui vous intéresse le plus, l'émergence psychotique ou le trauma? Les deux. On parle cet après-midi de l'émergence des psychotiques, je crois. Dont je vais pas parler des thérapeutiques médicamenteuses. Et là, je vais faire un point simplement sur les thérapeutiques médicamenteuses chez les patients psychotiques et psychotiques notamment constitués. Simplement vous faire savoir qu'il y a à peu près 30 ans, on est sur un changement de paradigme de la vision de la psychose et qu'aujourd'hui, on la considère beaucoup plus comme un continuum psychotique que quelque chose d'effractant et d'aigu. Et simplement pour vous dire que chez les adolescents schizophrènes, on met en place des antipsychotiques, mais qu'il y a deux choses extrêmement intéressantes à savoir, c'est-à-dire que si vous mettez un antipsychotique, et peu importe lequel, ou si vous ne mettez pas d'antipsychotique, les trajectoires de soins et de vie après l'âge adulte n'ont aucune différence l'une avec l'autre. Sans et avec. Sans ou avec. Évidemment qu'il faut pouvoir apaiser la souffrance et les difficultés actuelles, mais les trajectoires de soins et d'évolution de la psychose sont exactement les mêmes à partir de l'âge adulte, si durant l'adolescence, il y a eu un antipsychotique ou pas d'antipsychotique. Et donc on a une très belle méta-analyse qui regardait l'efficacité et la tolérance des antipsychotiques de seconde génération chez nos patients schizophrènes. Grosso modo, et moi j'ai même appris des nouveaux antipsychotiques que je ne connaissais pas, ils ont tous une efficacité similaire et une tolérance à peu près similaire, hormis sur quelques effets secondaires. Donc finalement, si vous me posez la question de quel antipsychotique je mets chez un adolescent schizophrène, je vais vous dire un deuxième génération. Et qui soit le mieux toléré possible. L'aripiprazole. Très bien. Pas dans le psychotique, mais la risperidone, on le prescrit quand même assez souvent dans les troubles des conduites. Oui. Et comment on manie, à quel moment, quelle est l'indication de la risperidone dans les troubles des conduites? À quel moment on... Troubles du comportement. Peut-être cet après-midi, je crois que je refais le truc. On pourrait même parler des troubles du comportement et des thérapeutiques médicamenteuses sur les troubles du comportement cet après-midi. Les indications sur les troubles du comportement persistants, la risperidone est indiquée au même titre que d'autres antipsychotiques du genre l'Abilify, l'aripiprazole. Sur les jeunes, à viser grosso modo anti-impulsive et anti-labilité émotionnelle, ça marche très mal. Et pour les entendeurs de voix, les antipsychotiques, ça aide plus ? Très très intéressante comme question. Il faut savoir que pour les hallucinations auditives ou visuelles, la principale étiologie de celle-ci chez l'enfant ou l'adolescent, c'est les troubles anxieux. Et là, les antipsychotiques fonctionnent extrêmement mal parce qu'on ne gère pas l'étiologie de la problématique. Moi, un enfant qui vient avec une symptomatologie hallucinatoire franche, arrivé il y a quelques semaines, je me pose beaucoup plus la question du trouble anxieux
ou d'une problématique environnementale importante que d'une émergence psychotique, dont je parlerai effectivement cet après-midi. On va devoir arrêter, je suis navrée, le temps est écoulé. Merci beaucoup Merci à tous. Vous. C'était un très chouette échange. Merci. Pour ceux qui sont... Donc là, il y a les actualités syndicales dans l'auditorium. Une première partie pour ceux qui sont membres du syndicat, parce qu'il va y avoir un vote, etc. Et après, ça sera